Laith, on sait que, corrige-moi si je me trompe, quelque chose comme 200 000 personnes du sud du Liban ont été déplacées pendant la guerre, pendant ce genre de conflit dans le sud du pays. Et ces gens veulent rentrer chez eux. Leurs maisons ont été détruites, et beaucoup de villages, des villages anciens, ont été rasés par les Israéliens. Ils bombardent avec leurs avions de chasse, détruisent tout, et ces gens veulent revenir. Et en ce moment, en cherchant d'une certaine façon à légitimer, je crois que pour légitimer l'occupation, il faut que l'accord soit ratifié au Parlement. Sans ça, il n'est pas possible de rendre ce genre d'accord officiel. C'est bien ça. Oui, il y a déjà des contestations sur la constitutionnalité de l'ensemble de ces négociations menées par Navaf Salam et Joseph Owen, parce que c'est inconstitutionnel dès le départ. Le Premier ministre n'a pas demandé l'autorisation d'ouvrir des négociations. Il doit convoquer le Conseil des ministres, faire voter sur les négociations, puis obtenir le feu vert du gouvernement pour négocier au nom de la nation, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, tout accord qui en découle doit respecter la Constitution du Liban et l'accord de Taif. Et cet accord de Taif désigne Israël comme un ennemi de l'État libanais. Alors, comment pouvez-vous négocier avec l'ennemi de l'État libanais? Et comment pouvez-vous négocier directement? Vous pourriez négocier, c'est quoi déjà l'accord de Taif-Li? Oui, donc l'accord de Taif, c'est le compromis constitutionnel en quelque sorte, qui a été conclu à la fin de la soi-disant guerre civile en 1990. À ce moment-là, toutes les parties libanaises se sont réunies à Taif, dans le royaume saoudien, et ont mis en place une sorte de structure de gouvernance temporaire pour le pays. Cet accord définit la constitution qui régit qui sera président, qui sera premier ministre, quelles sont les limites de chaque fonction, et ainsi de suite dans le gouvernement. Et donc, l'accord de Taif déclare qu'Israël est un ennemi et un occupant et qu'il ne doit pas y avoir de contact direct avec lui. C'est pour ça que, chaque fois qu'il y avait des négociations entre le Liban et Israël, elles se faisaient toujours de manière indirecte, avec un intermédiaire entre les deux, comme les États-Unis ou les Nations unies. Ils ne se retrouvaient jamais dans la même pièce. Or, cette fois, on a vu l'ambassadeur du Liban à Washington, assis dans la même salle que les Israéliens, en train de négocier directement avec eux. C'est donc une violation de la Constitution, issue de l'accord de Taif de 1990 dès la première étape. Et enfin, bien sûr, tout accord de ce type doit être ratifié par le Parlement, ce qui est impossible, puisque la majorité des parlementaires voteront contre. Donc, cet accord est inconstitutionnel dès le départ, depuis le tout début des négociations. Il reste inconstitutionnel aujourd'hui et en quelque sorte, il est mort-né. C'est pour ça que pour l'instant, la seule chose que fait cet accord, c'est servir la guerre de propagande des sionistes, et rien d'autre. Aucun fait concret ne peut être établi sur le terrain pour imposer cet accord sans une confrontation militaire directe et la défaite du Hezbollah, ce qui n'arrivera pas. Israël ne peut pas rendre cette défaite réelle. L'armée libanaise ne le fera pas. Et les États-Unis, même s'ils interviennent ici, ne pourront rien faire de mieux que ce qu'Israël a déjà fait. Oui, la reconstruction de ces villes et villages dans le sud du Liban dépend entièrement du désarmement du Hezbollah. C'est ce qui est écrit dans l'accord. Et franchement, le gouvernement m'étonne. Disons qu'ils essayent, d'une certaine manière, de se rapprocher des États-Unis, d'Israël, et tout ce qui va avec. Mais au bout du compte, il faut être pragmatique. Il faut montrer quelque chose au peuple libanais. Si on dit que la reconstruction du Liban dépend du désarmement du Hezbollah, c'est impossible. Ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais. Alors, quel est ce raisonnement? D'après ce que je comprends, le gouvernement essaye de tout contrôler.
Par exemple, il ne veut pas que le Hezbollah reconstruise le sud du Liban parce qu'il veut obtenir des financements d'autres sources, essentiellement des États-Unis. Et ça, c'est une recette pour le désastre pour le peuple libanais. Est-ce qu'il existe une solution pragmatique à tout ça, à ce qui se passe aujourd'hui au Liban? Eh bien, après la guerre de 2006, le Hezbollah et ses alliés ont reconstruit tout le sud du Liban et la Daïa, la banlieue sud de Beyrouth, sans un seul centime venant du gouvernement libanais. Donc je ne pense pas que quelqu'un, ni dans le sud du Liban, ni à la Daïa, s'imagine que cette fois, le gouvernement libanais fera mieux ou que les grands alliés qu'il a derrière lui, les Français, les Américains ou les Saoudiens, vont aider à la reconstruction. Ça n'arrivera pas. Tout le monde attend la fin des hostilités et tout le monde sait déjà que ce seront le Hezbollah, ses alliés et l'axe de la résistance qui financeront la reconstruction. Et ce sera une reconstruction rapide, exactement comme en 2006. Donc en attendant, vous savez, même pendant le cessez-le-feu de 2025, beaucoup de villageois ont essayé de reconstruire avec leur propre argent et le gouvernement de Nawaf Salam les en a empêchés. Ils ont envoyé la police et l'armée pour stopper les gens qui voulaient rebâtir leur maison. Il y a eu des affrontements entre les villageois, la police et les militaires. Donc pour moi, c'est un exemple très clair de ce que ferait Nawaf Salam en cas de cessez-le-feu, même si le Hezbollah déposait les armes, ce qu'il ne fera pas. Nawaf Salam ferait de la politique avec la reconstruction des maisons et il bloquerait le retour de la population chiite dans le sud. Et ça, c'est en partie ce que veulent les Israéliens. Ils veulent modifier la démographie du sud du Liban, mais la population ne laissera pas faire. Laith, l'une des principales raisons pour lesquelles les Israéliens, les Américains et en gros les Français exercent des pressions, c'est la question du Hezbollah. Ils disent que le Hezbollah ne fait pas partie du gouvernement, que le Hezbollah fait ci, fait ça. Quand on regarde les politiques du Hezbollah et la façon dont il agit au Liban, est-ce que tu penses que, disons que l'occupation se termine demain, ce qui à mon avis est impossible, qu'est-ce qui arriverait alors au Hezbollah et au gouvernement libanais? Et quelle serait la combinaison de forces au Liban pour former une sorte de gouvernement unifié? Et je pense que la structure qu'on voit en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec la structure du Liban, parce qu'elle dit que le Premier ministre ou le président doit être chrétien. Tu vois, le président du Parlement musulman, quelque chose comme ça. D'abord, il faut modifier ça, il faut l'ajuster, puis s'attaquer au reste. Il faut redéfinir une nouvelle structure pour le système politique, pour l'armée du Liban. Est-ce qu'il y a une discussion dans ce sens-là? Oui, il y a eu des discussions depuis 2018 pour modifier la Constitution et le processus électoral afin que les gens puissent élire qui ils veulent. Ils n'auraient plus besoin de voter pour quelqu'un de leur propre communauté. Et à chaque fois que le Hezbollah poussait pour ces changements, les partis alliés aux États-Unis s'y opposaient et bloquaient tout. Ce que je m'attends à voir à la fin de cette guerre, quand elle se terminera, c'est que le Hezbollah et les mouvements patriotiques du pays devront faire en sorte que ceux qui ont trahi le Liban pendant la guerre en payent le prix. Donc je pense que jusqu'à présent, le Hezbollah a retenu les gens. Il y a eu des manifestations presque tous les jours. Et le Hezbollah dit à ses partisans de ne pas y aller parce qu'il ne veut pas d'affrontements internes dans le pays alors qu'un ennemi extérieur avance dans le sud. Mais une fois la guerre terminée, Nawaf Salam et Joseph Aoun devront en payer le prix.
Et je pense que cette fois, le Hezbollah, contrairement à l'an 2000, quand il a libéré le Liban et choisi de ne pas prendre le pouvoir, prendra le contrôle du gouvernement avec ses alliés. Il imposera les changements nécessaires pour que le pays ne retombe pas sans cesse dans les mêmes problèmes. Je ne sais pas si certains des opposants au Hezbollah vont prendre les armes et essayer de l'en empêcher, mais je ne pense pas qu'ils soient assez nombreux. Ces milices qui s'opposent au Hezbollah dans le pays ne sont pas en mesure d'être efficaces. Et s'ils décident de riposter ou quelque chose du genre, ils s'exposeraient à être anéantis. Donc, toute la bienveillance dont le Hezbollah a pu bénéficier à la fin de l'occupation, en 2000, va disparaître. Et ceux qui ont collaboré au sein du gouvernement libanais, qui ont aidé à tuer des civils libanais ou des membres du Hezbollah, que ce soit en coordonnant avec l'ennemi ou en leur donnant des informations, devront en payer le prix. Cette fois, il ne sera plus question de simplement pardonner à ceux qui ont collaboré. Laith, comment vois-tu la situation en Syrie? Est-ce qu'il y a un mouvement en Irak? Certains disent qu'on essaie de manipuler la situation en Irak pour affaiblir les actes de résistance. Ensuite, on pousserait les forces syriennes à agir dans le nord du Liban pour réduire l'influence du Hezbollah dans le pays. Peut-être même qu'on chercherait à attaquer des deux côtés, depuis le nord et depuis le sud du Liban. Quelle est ta lecture de tout ça? What is your understanding of that? Oui, la situation en Irak. Évidemment, les États-Unis essayent de débarrasser le pays de la résistance, mais ça ne marchera pas. C'est là tout le problème pour les Américains en ce moment. Leurs ambitions dépassent la réalité. Peut-être qu'il y a quelques années, ça aurait pu fonctionner. Mais aujourd'hui, tout a complètement changé. Il faut aussi rappeler que l'armée irakienne elle-même a été formée par l'Iran après l'invasion de Daesh. Les groupes de résistance comme Al-Hashd al-Sha'bi, les unités de mobilisation populaire, ce sont eux qui ont réellement vaincu Daesh avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah. Alors, essayer d'éliminer Al-Hashd al-Sha'bi en utilisant la police locale ou l'armée, c'est une manœuvre suicidaire. Et ni l'armée irakienne, ni les forces de police ne sont prêtes pour une telle confrontation. C'est pour ça que ces derniers jours, on a vu que la priorité du nouveau Premier ministre, c'est d'arrêter et d'emprisonner ses opposants politiques, et non pas les chefs de milice ou de groupes armés. Parce que s'il faisait ça, ces groupes réagiraient immédiatement et ces forces militaires et policières ne sont pas prêtes à intervenir. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a entendu le Premier ministre dire que les PMU, le Hezbollah irakien et d'autres ont jusqu'à la mi-septembre pour déposer les armes. Alors d'ici là, qui peut savoir ce qui va se passer? Combien de conflits auront éclaté d'ici ce moment-là? Est-ce que l'Irak sera entraîné dans ces guerres? Et que fera l'Iran si le gouvernement irakien continue d'agir de manière aussi collaborationniste? Je ne pense pas que l'Iran laissera un nouveau régime à la Saddam Hussein naître en Irak. Donc, même si l'Iran n'aime pas intervenir dans la politique intérieure des autres pays, il ne permettra certainement pas qu'un autre Saddam Hussein prenne le contrôle du pays. On l'a bien vu quand Daesh a envahi l'Irak. L'armée iranienne a bougé tout de suite. Elle n'était pas juste spectatrice, elle a pris part au combat. La Syrie, elle, est très fragile. Al-Julani ne peut pas vraiment faire grand-chose pour aider les Israéliens, même s'il le voulait. Il y a une rébellion armée dans le sud du pays, dans la région de Deraa, là où Al-Julani a volé son homonyme, Al-Shara. La tribu Al-Shara, ou la famille Al-Shara, c'est l'une des plus grandes du sud du pays. Ce sont des gens très patriotes.
et maintenant il les laisse tomber sous les bombardements israéliens. Du coup, même cette image associée au nom Al-Shara va se retourner contre lui, parce que la tribu Al-Shara devient aujourd'hui victime de l'occupation et de la colonisation israélienne. Plus il utilise le nom Al-Shara, plus les gens de cette famille apparaissent comme des victimes, et plus il s'affaiblit. Voilà, ça c'est un point. Il y a aussi Al-Suwaïda, dans le sud, la région druze, qui échappe au contrôle d'Al-Julani. Il y a beaucoup de zones côtières aussi qui ne sont plus sous son autorité. Et si Al-Julani déplace une partie de ses troupes pour attaquer le Liban, d'autres régions de Syrie vont se soulever. Et d'ailleurs, il faut que certains téléspectateurs comprennent bien ceci. Quand le gouvernement de Bachar al-Assad s'est effondré à Damas, beaucoup de généraux syriens, avec leurs véhicules blindés et leurs chars, ont traversé la frontière, à la fois vers le Liban et vers l'Irak. Il y a environ 30 000 officiers et soldats syriens, avec leur matériel, en Irak, et entre 40 et 50 000 autres en Syrie. Ils sont restés discrets jusqu'à présent. Mais s'il y a une attaque contre l'Irak ou contre le Liban menée par Al-Julani et les Américains, ces troupes, ces officiers et leur équipement entreront en action. Donc il y a beaucoup de choses, à mon avis, que les Américains n'ont pas bien évaluées. Israël attaque la Syrie. Al-Julani tue des Syriens. Il y a de nouvelles factions de Daesh. Elles se battent activement entre elles. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces nouvelles factions en Syrie? J'ai l'impression qu'avant d'arriver à Damas, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous à Idlib. Et maintenant, ils se battent les uns contre les autres. Qui sont-ils exactement? Est-ce qu'ils viennent d'Asie centrale ou de certaines régions de Chine? Oui, presque tous les combattants étrangers ont déjà été extraits de Syrie. Il en reste quelques-uns, mais la plupart ont été sortis du pays par la Turquie et envoyés au Sahel, dans la région de la Somalie et dans celle du Soudan, pour continuer les massacres qui s'y déroulent et la déstabilisation de ces pays au profit des États-Unis et d'Israël. C'est en partie pour cette raison qu'Al-Julani devient aujourd'hui plus faible qu'avant. Il n'a plus beaucoup de combattants étrangers dans le pays. Quant à cette mise en scène autour de Daesh, qui attaquerait les soldats d'Al-Julani dans le désert, à mon avis, c'est surtout du théâtre. Ils ont besoin d'une excuse pour expliquer pourquoi Al-Julani ne défend pas Deraa, d'où sa famille, censée être issue de la charia, viendrait soi-disant. Eh bien, il est simplement occupé à combattre Daesh. Et en réalité, il n'y a pas de vrai combat entre Daesh et Al-Julani. C'est la même chose. J'aime les appeler des milices caméléons ou des contras qui changent juste de couleur et d'écusson sur l'épaule selon le jour et les ordres de leur maître. Donc, Daesh, le HTS, Al-Qaïda, ce sont toutes les mêmes milices, des organisations fabriquées par les services de renseignement, qui changent simplement d'apparence au fil du temps. À mes yeux, il n'y a pas de véritables affrontements entre les troupes de Daesh et celles du HTS. C'est juste de la propagande médiatique pour trouver des excuses au fait qu'Al-Julani ne défend pas le sud de la Syrie contre les attaques et l'occupation israélienne. Enfin, je dirais que quand on parle des troupes qu'Al-Julani a actuellement sous son commandement, il y en a environ 70 000. Et ça, ce n'est même pas suffisant pour diriger la circulation dans un pays aussi grand que la Syrie. Donc, c'est une gouvernance très très faible. C'est pour ça que la police turque et l'armée turque sont celles qui tiennent les rênes dans une grande partie du nord de la Syrie. Il y a de petits commissariats, des commissariats turcs, au nord d'Alep, à Idlib et ailleurs, parce qu'Al-Julani n'a même pas assez de personnel pour faire ce travail. Al-Julani can't even find enough staff to do that work.